va dire qu'on va commencer. Merci, merci à vous d'être là pour cet atelier dans cette salle Québec. Je ne sais pas pourquoi il y a une salle Québec ici, mais c'est sans doute très... Bonjour, ça va ? C'est sans doute très volontaire que les sujets d'avenir que nous allons aborder soient dans une salle de ce qu'on appelle encore le Nouveau Monde. Je ne sais pas, peut-être, ou alors c'est un pur hasard. Donc, nous allons parler d'outils Internet, de numérique et d'innovation en librairie. Ce matin, dans l'auditorium, on a entendu quelque chose qui me donne un élément d'introduction à cette table ronde où je vais finalement peu parler. Je vais laisser mes camarades beaucoup plus compétents que moi parler. Je vais juste leur poser quelques questions. On a entendu que, par exemple, sur le numérique, dont on sait qu'en France, il se met en place de manière beaucoup plus lente que dans d'autres pays, qu'on ne pouvait quand même pas dire quand même que c'était rien du tout. De même, on sait qu'Internet a fait complètement partie de nos vies de consommateurs et que aujourd'hui, la présence sur Internet, la présence sur les réseaux sociaux est devenue quelque chose d'essentiel pour faire vivre une marque, pour faire vivre une entreprise, pour créer du lien aussi, une forme de lien, pour égloser à l'infini, pour savoir quelle est la nature de ce lien, mais c'est un lien qui existe quand même aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes. Donc il y a toute une série d'éléments de contexte qui sont quand même très importants, très prégnants, et avec aussi la certitude, je crois que tout le monde a ici, que ce n'est pas l'immense vague Internet numérique qui va balayer du jour au lendemain la librairie, les points de vente, la vente physique, le contact humain, mais que tout ça doit, sans doute, s'articuler d'une manière qui reste encore en partie à inventer, mais sur laquelle il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont faites et sur lesquelles beaucoup de personnes travaillent, et un certain nombre sont ici à mes côtés. Donc je vais les présenter très rapidement et ensuite je vais leur poser un certain nombre de questions pour essayer de faire en sorte que chacun puisse vous montrer, au fond, vous dire ce qu'il fait, comment il conçoit les choses, comment il fait, qu'est-ce qui marche, quelles sont les difficultés. Et puis ensuite, on verra si on a le temps d'interagir et surtout si vous avez des questions à poser. Voilà, on va essayer donc d'être relativement concis, mais enfin en vous laissant le temps chacun d'exprimer ce que vous avez à dire. Donc, à côté de moi, Lila Haït Maguelet, librairie Meurat à Lille, c'est donc la régionale de l'étape, trésorière de libraires, association des libraires indépendants en Nord-Pas-de-Calais, et membre donc du portail régional libraire. Vous imaginez que c'est là-dessus que je vais l'interroger. Ensuite, Véronique Backert, directrice générale de Dilicom, qui nous parlera spécifiquement du prêt numérique en bibliothèque, qui est un élément majeur, crucial, stratégique pour les libraires, parce que le numérique dans les bibliothèques, c'est parti. Et vous savez combien, pour un certain nombre de libraires, le marché des bibliothèques est absolument fondamental dans notre économie. Ensuite, Fabien Corboud d'Electre. On ne présente pas Electre, et Electre travaille à mettre au point un certain nombre d'outils pour la librairie, et ce sera le moment donc de faire ce point, de faire cette présentation. Ensuite, le deuxième régional de l'étape, Pierre Coursière, président du Furet du Nord, qui nous parlera aussi de ses expériences Internet numérique dans cette librairie bien connue. Personne n'a pu ne pas passer devant ce matin ou hier soir. Sylvain Fourel, librairie La Voix au chapitre à Lyon, qui est vice-président de l'association Libraire en Rhône-Alpes, et donc membre du portail régional Chez mon libraire. Là aussi, il y a des initiatives importantes, il nous en parlera.
Thomas Lebras, qui est chef de projet chez leslibraires.fr, libraire.fr qui regroupe beaucoup de libraires indépendants en France, et donc c'est important. Et enfin, Stéphane Nemeguer, est-ce que c'est bon? Très bien, je suis heureux de ne pas avoir mal commencé, qui est donc développeur chez Ipagine, et Ipagine aussi regroupe autour de lui beaucoup de libraires pour la solution numérique. Donc nous en parlerons avec Stéphane tout à l'heure. Alors, je voudrais peut-être commencer, on va aller du plus physique, concret, point de vente, jusqu'au plus dématérialisé, si vous voulez bien, sachant que les frontières ne sont pas si simples et que l'ordre n'était pas si évident à faire. Mais je voudrais peut-être commencer par Sylvain Fourel, donc libraire à Lyon, avec le portail régional chez Mon Libraire, qui regroupe donc les libraires Rhône-Alpes. J'aimerais bien que vous puissiez nous présenter rapidement votre portail, ce que vous avez voulu faire. Vous avez très clairement privilégié l'articulation au plus près avec les magasins physiques, donc avec des choix stratégiques forts comme la géolocalisation, le retrait en magasin. Donc voilà. Comment ça s'est fait, tout ça, rapidement, un petit peu l'historique de tout ça, et surtout, pourquoi il y a des choix stratégiques forts, et je pense qu'ils n'ont pas été faits au hasard, et j'aimerais bien que vous puissiez les expliquer à tous ceux qui ont la gentillesse de venir nous écouter à l'heure cruciale et décisive de la digestion. Bonjour, tout le monde entend? Bonjour. Oui, donc effectivement, on ne peut pas tellement expliquer le site chez Mon Libraire sans en expliquer la genèse et la réflexion qui a eu lieu avant l'existence de ce site, puisque c'est un parcours où en fait le collectif joue beaucoup son rôle. En fait, si on part du tout début, et je vais quand même essayer d'être rapide, c'est en fait la fin des rencontres nationales 2011 à Lyon qui nous a fait un peu réagir avec une table ronde qui était justement destinée au numérique. Et à partir de là, on a tous eu un peu un sentiment un peu anxiogène qu'il y avait quelque chose autour du numérique, du livre numérique qui pouvait se tramer, et quelque chose autour d'Internet qui pouvait devenir un rouleau compresseur pour nous, mais on ne pouvait pas tellement savoir par quel bout prendre ces problématiques. Et on a du coup mené en région Rhône-Alpes un certain nombre de réflexions autour de ça, en essayant de croiser un peu les expériences. Alors, c'est vrai qu'aux Rencontres nationales de Lyon, l'intervention de la librairie Dialogue de Brest a été très claire. C'est que déjà, sur le livre numérique, on n'avait pas du tout l'impression que c'était un produit pour nos lieux physiques, justement, et que ça valait peut-être pas trop le coup d'aménager des points d'achat de reconfigurer nos librairies pour recréer des choses autour du livre numérique. Et puis au niveau d'Internet, on s'est aussi relativement vite aperçu que de toute façon, toutes les initiatives qu'on pouvait envisager individuellement, elles étaient beaucoup trop chères pour la plupart des libraires adhérents de Libraires en Rhône-Alpes. Et en plus de ça, en les créant individuellement, elles risquaient de manquer sérieusement de visibilité, parce qu'une fois qu'on avait acheté la base de recherche, le site, etc., eh bien, en fait, on n'avait plus un sou pour se payer de la com, et du coup, on était même en train de boire le bouillon. Donc, du coup, devant ces constatations, il fallait quand même... en fait, moi, je me retrouvais même un peu démuni, c'est-à-dire, je dis, finalement, je fais rien. Seulement, je fais rien, mais en même temps, ma clientèle, elle me dit, mais alors, vous vendez pas de livres numériques, vous? Alors, non. Donc, il faut que je l'achète ailleurs. Oui. Donc, du coup, c'était toujours très inconfortable de refuser un service ou quelque chose, un service que la clientèle pouvait toujours demander. Ensuite, l'étape suivante qui est arrivée, c'est qu'il y a en fait eu une conjonction un concours de circonstances qui a fait que à Lyon, subitement, en même pas un an, on a perdu un Virgile et un chapitre, on avait parallèlement, et c'était un projet qui n'était pas au départ lié, mais on avait monté justement une campagne de sensibilisation sur les libraires indépendants en Rhône-Alpes qui s'appelait déjà Chez Mon Libraire, et qu'avec la fermeture de ces deux grosses maisons, on s'est dit la clientèle va aller où et comment on peut la récupérer.
Et puis la dernière étape qui est arrivée dans la même période, c'était une campagne de communication assez importante nationalement sur Paris Librairie. Et en fait, là, nous est venue l'idée d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire quelque chose qui, au départ, devait d'ailleurs être un Lyon Librairie. Parce que du coup, les premiers libraires de l'association, un peu inquiets par ces fermetures, c'était les libraires de Lyon. Mais en fait, on avait une association qui était déjà existante, qui était préexistante et qui était Rhône-Alpine. Et du coup, tous nos confrères nous ont dit « Mais non, mais vous n'allez pas faire un Lyon Librairie », alors que nous, on sommes tous intéressés par ces thématiques, et on a suffisamment réfléchi ensemble dessus pour quand même savoir que ça va nous apporter à tous quelque chose. Donc à partir de là, effectivement, on a décidé de monter un Rhône-Alpes Librairie qui est devenu en fait très évidemment, mais c'était la circonstance et c'était un peu l'histoire d'avant qui faisait qu'elle devait s'appeler Chez mon libraire, puisque nous avions déjà sensibilisé notre clientèle sur une sorte d'entité, de marque qu'on avait déjà créé, et à la fois du point de vue du nom et avec tout un travail graphique autour de ça. La campagne, c'était simplement un jeu sur des dictons qui renvoyaient à des titres de livres. Voilà. Donc, nous intéressant à ça, Chez mon libraire, qu'est-ce que c'est? Ou alors Paris Librairie, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, du coup, comment ça marche et est-ce que c'est compliqué, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non, le développement de ces sites-là en marque blanche, donc ces places des libraires, ces titres livres et places des libraires qui les ont créés, ben, en fait, c'est très, très simple d'utilisation, à la fois pour le lecteur et à la fois pour le libraire. Et nous, on voyait toujours le problème du côté du lecteur surtout, parce qu'on savait que si on loupait notre rendez-vous avec le lecteur, eh bien notre lecteur ne viendrait plus sur notre site internet. Donc il fallait que ce soit facile d'utilisation pour le lecteur. Et le principe est très simple, il s'agit d'une recherche bibliographique, et ça c'est vraiment la base qui doit être vraiment une bonne recherche bibliographique, relativement exhaustive, facile à utiliser, etc., pertinente dans ses choix de recherche. Et à partir de cette base, une fois que vous avez trouvé le livre, donc on revient vraiment sur le lecteur, je cherche un livre, je trouve mon livre, et à partir du moment où vous avez la bonne référence avec toutes les informations sur cette référence, eh ben vous avez les stocks des librairies adhérentes qui s'affichent, et donc vous pouvez voir le livre que vous cherchez, dans quelle librairie il se trouve dans l'immédiateté des choses. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement passer, ou alors créer un système de commande ou de réservation quand il est là, ou même de commande quand il n'est pas là, si vous préférez le commander chez un libraire que vous aimez particulièrement. Donc pour nous, très facile. Après, du côté du libraire, pas grand-chose à faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une adresse mail pour recevoir les commandes et puis un accès informatique du stock, ben là, tout va tout simplement parce qu'on n'a absolument rien à faire. Le soir, les stocks remontant sur le site, la mise à jour est faite une fois par jour, donc on a quand même un truc qui est assez fiable pour le lecteur. Voilà. Pas d'expédition. Non, alors par contre, on ne fait effectivement pas d'expédition, c'est-à-dire qu'on a envisagé ce projet que sur le repos, qui reposait uniquement sur le réseau des librairies physiques. C'est-à-dire qu'en fait, Chez mon libraire, c'est un réseau de librairies physiques et il ne faut absolument pas qu'on déroge de ça. C'est-à-dire que le retrait se fait en librairie pour que les gens puissent aussi connaître les lieux et du coup les gens qui adhèrent à ce projet. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Derrière, effectivement, on a été soutenu par la région et par la DRAC parce qu'on a eu besoin de faire justement une campagne de communication, encore une fois, qu'on ne pouvait pas se payer seul. Et du coup, on a montré 3 choses, en fait. Je pense que Chez mon libraire nous a apporté 3 choses concrètes. Un outil pour le lecteur qui est très efficace, qui est facile d'utilisation. Ça, je viens de l'expliquer. Mais en fait, on a aussi, en termes d'image, montré que les libraires n'étaient pas hermétiques aux nouveaux médias. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours bien dire n'allez pas chez Amazon, mais quand on n'a rien d'alternatif à proposer, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on avait certainement entretenu comme ça une image où on était contre la vente sur Internet, ou contre les achats sur Internet, ou contre les nouvelles habitudes de consommation dont on sait très bien que maintenant tout le monde a besoin à n'importe quel moment d'avoir un accès à Internet sur le choix d'un livre et de se débarrasser éventuellement de l'idée même de faire une commande en utilisant soit Amazon, soit effectivement du coup Chez mon libraire. Là, on a une solution alternative. On réserve son livre immédiatement quand on y pense ou quand on écoute la radio ou une émission de télévision. Donc nous n'étions absolument pas contre cette visibilité sur Internet. Nous n'étions pas non plus contre de vendre des livres numériques. Et du coup, nous avons la possibilité de vendre du livre numérique sur Chez mon libraire avec un service d'e-pagine qui est derrière et qui en fait gère
et le service après-vente, et le paiement en ligne, etc., etc. Et puis, on a aussi montré que la force et la solidarité du réseau arrivaient à faire que des libraires qui étaient motivés pour sauver un peu cet aspect du métier sur lequel nous n'avions pas accès, et ben de se donner les moyens de le faire, mais ensemble. Et là, je crois que du coup, on est dans des thématiques qui sont très actuelles, de l'ordre de la mutualisation, de la solidarité, etc., et qui permettent effectivement d'avoir une image, un retour très très positif sur un site comme ça. Juste pour finir, après je laisse le micro, nous on a donc démarré ça en novembre 2014. Il se trouve que dans mon arrondissement à Lyon, on est 3 libraires généralistes assez proches géographiquement d'une part, mais en plus on est très proches aussi humainement. Et donc mon confrère le plus proche s'appelle Terre des Livres, enfin sa librairie s'appelle Terre des Livres. Et au mois de janvier, je crois, enfin on a passé toute la période de lancement où on avait beaucoup parlé aux gens de chez mon libraire, etc., et qui commençaient à l'utiliser. Une dame est sortie de la librairie alors que je n'avais pas parlé particulièrement de ça aujourd'hui, et elle me dit « Ah mais moi depuis que je sais que Terre des Livres et vous, c'est la même chose, je suis heureuse. » Bon, c'était rigolo parce que c'était un peu exagéré, parce qu'on ne savait pas la même chose, mais n'empêche que ça me disait qu'elle avait aussi intégré ça, c'est qu'on n'est pas des concurrents, on est vraiment des confrères. Et que le réseau, du coup, il existe, il maille le territoire et on est très complémentaires, même si on a des petites surfaces. Merci Sylvain pour ces explications et cette belle expérience lyonnaise. Alors on va passer à Lille avec Lilia pour que vous nous parliez de ce que vous faites avec un choix stratégique un petit peu différent, puisque vous êtes à la fois sur du retrait en magasin et sur de l'expédition. Donc peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas fait le même choix que Sylvain, comment aussi c'est né et comment, sur quelle architecture technique vous bâtissez tout ça, comment ça se vit avec cette mutualisation entre libraires. Alors, donc nous, on a un portail au sein de l'association libraire, donc des libraires indépendants du Nord-Pas-de-Calais. On a depuis maintenant 1 an et demi un portail commun à tous les libraires de l'association. Alors, là aussi, c'est parti d'un besoin collectif et d'incapacité individuelle à être présent en ligne. On est quand même dans une région qui a connu l'installation il n'y a pas très longtemps d'une grande plateforme de vente en ligne. Et ça a inquiété beaucoup de libraires qui, encore une fois, individuellement, n'étaient pas capables de créer un site internet alors qu'il n'y avait pas de réticence particulière, enfin du moins... Chez beaucoup de libraires, il n'y a pas de réticence particulière à être présent en ligne. Et donc là, l'association s'est emparée un peu de la question, et elle a fait remonter des besoins. Et dans les besoins qui avaient été émis par les libraires, on ressentait qu'il y avait d'une part l'envie de retrouver l'idée d'une librairie virtuelle. Donc c'est un endroit où il faut fureter, avec des rayons, où on peut mettre des coups de cœur, l'envie de privilégier autant que possible la présence, le retrait en magasin, mais aussi la possibilité de livrer. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais, une région où la vente par correspondance, c'est pas que c'est de la tradition, mais pas loin. Donc c'est inconscient, c'est ancré dans les habitudes. Et il est difficile de refuser ce service quand il est demandé par des clients. Donc assez rapidement, on s'est tourné vers... une formule qui permettait de réunir finalement tout l'essentiel des besoins des libraires. À cela, il fallait rajouter quelque chose d'assez simple. Voilà, on a quand même tous des journées un peu chargées et que le langage informatique n'est absolument pas le langage des libraires en général. Et quelque chose qui soit à un coût supportable pour un libraire. Et donc, on avait on a exploré plusieurs pistes. Il y avait faire appel à un développeur pour créer notre propre site, faire appel à différentes structures qui proposent la géolocalisation, qui proposent le retrait en magasin. Et puis finalement, on a trouvé chez leslibraires.fr une solution technique qui répondait à tous nos besoins. Ce qui permettait d'ailleurs, du coup, non seulement de créer un portail régional, ce qui crée une cette idée de réseau entre les libraires, idée qu'on retrouve nous aussi chez certains clients qui viennent nous dire « Ah, mais vous êtes membre du réseau des libraires indépendants, c'est sympa. » Et puis, ça permet à chaque libraire d'avoir son site en propre, d'apparaître
sous son nom, en ligne, d'avoir une librairie qui va être différente de celle des autres membres du réseau, avec ses propres rayons, ses propres spécificités, ses coups de cœur, ses dossiers. Bon. Et finalement, effectivement, on s'était dit, on va se lancer si on arrive à trouver à peu près un tiers des libraires qui sont intéressés. Le tiers a été trouvé assez facilement. Aujourd'hui, il y a 16 libraires qui ont un site internet propre et qui sont membres du portail. Tout ça pourquoi ? Parce que là où, de prime abord, ça semble extrêmement compliqué de se lancer, de créer un site internet et d'être présent sur le numérique, dans le monde virtuel, ben en fait, ces solutions techniques, elles sont assez simples à mettre en œuvre. Concrètement, ça prend quelques minutes pour réfléchir aux rayons de sa librairie. Et tout se fait en discussion, enfin tout se fait par la discussion entre, d'une part, leslibraires.fr et d'autre part, les SS2I pour la création de ce site. Puis après vient l'étape de l'animation de ce site. Mais effectivement, nous, on était assez attachés à l'idée d'un réseau, mais où on apparaît individuellement en ligne et où on peut proposer un service assez étendu aux libraires. Alors, on a commencé avec du livre physique, et là maintenant, depuis 1 mois, il y a 2 librairies, encore une fois, de l'association qui sont en train de tester la vente de livres numériques. Elles sont en train de tester pour les autres. Et je pense qu'à la rentrée, il y a plusieurs autres librairies encore qui proposeront du livre numérique. Concrètement, c'est quoi la part entre le retrait en magasin et la VPC ? Et puis, deuxième question... c'est quoi le parcours client type ? Est-ce que les gens rentrent par un libraire comment ça se passe comment ça se passe pour les clients ? Alors, s'agissant de la part retrait et livraison, en fait, c'est très partagé. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le site internet, si je parle pour ma librairie, il m'a permis de satisfaire des clients qui venaient déjà à la librairie, qui préparent leurs achats. C'est-à-dire qu'ils regardent si en stock j'ai le livre, puis ils ne le commandent pas en ligne, ils viennent le chercher à la librairie et ils le payent à la librairie. Ensuite, j'ai des clients qui vont le payer en ligne, ils habitent la région, ils habitent même les villes, ils le payent en ligne et ils viennent le retirer au magasin. Et puis, j'ai une toute petite fraction de clients qui payent en ligne et veulent se le faire livrer. Et ça doit représenter à peu près 1/3 des commandes en ligne. Alors, c'est assez étrange, assez étrange que finalement des clients qui habitent la région ou la ville, en fait, achètent en ligne et viennent le retirer en magasin. Et dans un premier temps, j'étais un peu inquiète parce que je m'étais dit, bon, ça a un coût quand même. La gestion du site internet, l'abonnement a un coût, et je préférerais que les clients viennent directement acheter dans ma librairie, que je n'ai pas à passer par un intermédiaire puisqu'ils sont à Lille. Sauf qu'en réalité, il y a une espèce ça leur facilite la vie, c'est pratique pour eux, c'est confortable, il est 2h du matin, pour eux, l'achat il est réglé, bon, ils viennent le récupérer, sauf qu'ils sont venus quand même à la librairie, ils vont se promener, et ils repartent toujours avec quelque chose en plus. Ou ils partent, ou alors ils sont très très pressés, et comme j'ai une petite librairie que je suis toute seule, il peut arriver qu'il y ait un peu d'attente à la caisse quand il faut encaisser, et quand j'ai un client qui est très très pressé, et ben en fait, il est content d'avoir réglé, de prendre ses livres et de repartir. Il est content, il va revenir. Donc, pour ça, il y avait une grosse inquiétude de la part des libraires de façon générale de se transformer en manutentionnaires, d'être simplement des préparateurs de colis. C'est une part de l'activité, hein, faut pas se leurrer. Mais le site internet, c'est un vrai plus pour le client. Ça lui rend un service. Ça, c'est la première chose.
ça dynamise l'image de la librairie. Ça, je l'ai constaté dès qu'on a eu un site internet. J'ai des clients qui sont adorables, ils sont très fidèles, ils sont très bienveillants avec moi, ils sont très attachés à la librairie parce qu'elle est là depuis très longtemps. Quand on a eu un site internet, j'ai vu leur attitude changer un peu. Il y avait un côté, ça n'est pas un métier de vieux. Non, c'est pas un métier de personnes anti-modernité. Non. Vous avez un site internet qu'on peut consulter à toute heure comme n'importe quelle autre structure. Bah oui. Donc ça a changé un peu l'image, le regard de la librairie. C'était plus j'ai vraiment une vieille librairie. Enfin, elle est là depuis 1946, elle est ancienne, et elle a une image de librairie avec les grandes échelles et plein de livres jusqu'au plafond. Bon. Mais pour une fois, à partir du site internet, il y en a qui pensaient, qui voyaient d'un seul coup la librairie comme tournée vers l'avenir et plus simplement un métier un peu passéiste. Donc ça améliore l'image de la librairie et puis surtout ça crée ce sentiment de réseau qui est extrêmement important et qui fait que d'ailleurs le travail collectif est important. On n'hésite pas au sein de l'association et à travers le portail de se renvoyer les clients les uns les autres. C'est-à-dire que quand moi j'ai pas le livre, mon premier réflexe c'est d'aller vérifier sur le portail si un de mes collègues ne l'a pas. S'il ne l'a pas, s'il l'a, je renvoie le client. Alors les clients parfois sont un peu surpris, ils disent mais pourquoi est-ce que c'est bizarre, vous devriez me proposer de le commander, vous m'envoyez à la concurrence. Certes, mais votre livre vous l'aurez tout de suite, vous serez content, si vous êtes content vous reviendrez. Et effectivement, un client content, c'est un client qui sera présent, qui va parler, et qui va circuler dans nos librairies. Et d'ailleurs, au passage, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur le site du portail. Le deuxième réflexe, c'est d'aller voir sur les autres sites, type Place des Libraires ou lalibrairie.com, pour voir si le livre n'est pas disponible dans un réseau. Et de plus en plus, d'ailleurs, les clients le comprennent et apprécient cette idée de communication entre nous. Alors maintenant, sur le circuit des clients, en fait, quand les clients ne sont pas de la région, très souvent ils arrivent par le portail, ils arrivent sur nos librairies. Quand ils sont de la région, en fait, ils arrivent d'abord sur nos librairies. Ils identifient quand même assez clairement, rapidement, les librairies qui ont des sites internet. Merci Elia pour cette présentation. Alors, je continue avec l'autre régional de l'étape, Pierre, pour nous parler de l'expérience Internet et numérique du Furet. Le Furet a choisi, et c'est assez, c'est assez logique vu la taille de l'entreprise et la taille de la librairie principale, d'avoir son propre site. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être que vous nous expliquiez un petit peu les grandes options de ce site, comment on fait à cette taille-là du livre physique et du livre numérique, quels ont été les choix qui ont été opérés, et puis surtout, comment ça vit en magasin. C'est-à-dire comment le fait d'avoir voulu impulser quelque chose de dynamique sur Internet et sur le numérique, comment ça peut être relayé dans les magasins physiques, comment les équipes peuvent se l'approprier. Ça me paraît quand même très important. Merci, bonjour à tous. Alors, nous, on est allé sur le livre physique sur Internet assez tard, puisqu'on a ouvert furet.com en 2009. Pourquoi on l'a fait aussi tard? Parce qu'on ne comprenait pas comment on pouvait gagner de l'argent avec ça. On a fait nos calculs dans tous les sens pendant quelques années, et on n'y arrivait pas. Tout le monde nous disait il faut ouvrir un site, sauf que le faire pour le faire, on ne comprenait pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'on y est allé assez tard. On y est allé à un moment où les technologies commençaient à être très abordables. Et d'ailleurs, on a été un des premiers sites à y aller en open source sur Magento, qui nous a permis d'avoir un site qui tout de suite a pu être mis en place sans trop de coûts de développement et de mise en place. Donc ça, c'est le premier point. Ceci étant, aujourd'hui, je ne gagne pas plus d'argent sur le livre expédié que je n'en gagnais en 2009. Donc on en perd un peu moins, mais c'est quand même pas la panacée. Et en réalité, ce qu'on a fait nous dès 2009, on a fait ce qu'on a toujours fait depuis toujours, c'est qu'on avait envie que les clients puissent aller sur le site pour réserver des bouquins et venir les chercher en magasin. Alors pour la petite histoire, les consultants qu'on avait pris pour faire ça, ils nous ont dit mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais, c'est pas pour ça un site internet. Et nous on leur a dit c'est ça qu'on veut faire, donc, et en plus il n'y a que ça qu'on sait faire, donc on va le mettre sur le site et puis on verra bien.
Et en fait, ça a marché tout de suite, et très très vite, lorsque depuis d'autres ont qualifié de click and collect. Si on avait su, on aurait pris le nom et on l'aurait mis chez nous. Le click and collect a marché très très fort, puis on s'est rendu compte que c'est naturellement que les gens venaient passer sur le site, réserver le bouquin et venaient le chercher chez nous, dans un de nos magasins de l'époque et depuis. Et ça nous a pas étonné parce qu'on connaissait nos clients, ils avaient plutôt l'habitude de faire ça avec nous. Simplement, ça leur évitait un premier passage au magasin, comme l'ont dit mes confrères. Ça permet de se rassurer sur le fait que je ne vais pas me déplacer pour rien. Si le bouquin est sur le magasin, je clique, je le réserve et je suis sûr de le trouver quand j'arrive. Et à l'époque, comme on voulait vraiment pousser ça, on a décidé de ne pas leur faire payer le livre sur le site en disant écoutez, quand vous passez, vous payerez votre bouquin en même temps, qui permettait en même temps, s'ils avaient d'autres achats à faire, de tout régler d'un coup, et c'était mieux. Et depuis d'ailleurs, on trouve que les logiques de drive sont en train de se développer dans les habitudes de consommation. Et maintenant, ce sont nos clients qui nous demandent de payer sur le site pour pouvoir ne faire que passer, mettre la voiture en double fil, rentrer dans le magasin, prendre le bouquin et repartir. Donc on voit bien que les usages d'Internet sont en train de se diversifier. Je trouve qu'on assiste aujourd'hui à une logique Internet qu'on a nous qualifié d'Internet au bout de la rue. C'est qu'au départ, on pensait qu'Internet nous servirait à aller chercher des clients à l'autre bout de la France. En réalité, Internet nous permet de servir nos clients qui sont sur notre zone, d'abord. Ce qui n'est pas du tout la logique des pure players, qui eux sont là pour envahir le monde, je dirais, et pour avoir un marché national. En réalité, nos structures régionales nous servent à servir nos clients locaux, et que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais où nous sommes majoritairement, mais également en Ile-de-France où maintenant on a 4 magasins, et les clients font la même chose. Ils connaissent la boutique et ils rentrent sur le site furet.com pour venir chercher, réserver et puis venir chercher les bouquins par la suite dans les magasins. Et la partie livre expédié est à peu près ça, autour d'un tiers par rapport à 2 tiers sur le click and collect. Et elle est même en régression aujourd'hui. Enfin, on voit très clairement que ça marche tellement bien que les gens viennent chez nous et utilisent beaucoup plus massivement qu'avant encore cette façon de fonctionner. Voilà. Le livre expédié, par rapport aux Américains ou à ceux qui acceptent de perdre tout l'argent qu'ils savent parce qu'ils ne font pas payer les frais de port, moi je pense que le livre expédié, pour nous, est un combat perdu. C'est un service aujourd'hui. Un client qui veut rester au furet et accepte de payer des frais de port qui peuvent lui paraître totalement aberrants compte tenu des frais de port que ne font pas payer d'autres. Celui-là, on les lui envoie. Je qualifie ça plutôt de service qu'autre chose, mais c'est plus du tout pour nous une stratégie offensive d'aller conquérir des parts de marché sur un marché qui est outrageusement dumpé par quelques-uns. Et par contre, cette logique de click and collect nous paraît extrêmement intéressante. L'usage d'Internet sur le bouquin se massifie, se diversifie, se seniorise, se féminise. Et là, il y a vraiment une carte à jouer pour nous dans cette logique-là. Pour ceux qui ont eu le temps de passer au magasin de Lille, qu'on a refait en 2014 de façon assez fondamentale, vous verrez qu'au premier étage, on a un espace click and collect qu'on a mis en place il y a un peu moins d'un an, et qui nous permet de grouper la totalité des commandes click and collect qu'ont fait les clients à quelque étage que ce soit, ce qui permet aux clients de rentrer, d'aller à un seul point unique de retrait, de payer directement sur place et de repartir. Et voilà, ça fonctionne vraiment bien. Je dirais que c'est l'aboutissement de cette réflexion dont je viens de vous parler. Et ça, c'est vrai sur Lille, mais c'est vrai dans les 16 magasins de l'enseigne. Et ça marche très très bien. Et effectivement, nos clients sont plutôt contents de pouvoir réserver sur Internet. La prévisite pour préparer sa visite dans le magasin est également quelque chose qu'on voit chez nous, où les clients, voilà, ça les intéresse de passer sur le site avant de physiquement se déplacer sur le magasin. Pour le livre numérique, je voudrais dire un point quand même avant d'en parler, parce que ça nous paraît, nous, normal, libraires français, de nous positionner sur le livre numérique. Vous en avez touché 2 mots tout à l'heure. Sachez, enfin vous le savez certainement, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, notamment les anglo-saxons. Quand vous allez aux États-Unis, le livre numérique, c'est pour Amazon, le livre physique, c'est pour les magasins. Et je trouve que nous, on est en France, des libraires qui sont très résolument décidés à garder ces parts de marché chez nous. Et il faut le dire, il faut en être conscient, il faut en être fier.
et que c'est pas un métier que Amazon nous prendra aussi facilement que ça, parce que tout le monde s'investit là-dessus. Alors chacun avec ses solutions, mais au bout du bout, je dois dire que moi je suis assez fier qu'on ait décidé de garder le livre numérique chez nous, parce que ce sont des livres, qu'ils soient numériques ou physiques, parce que ce sont nos clients et qu'on n'a aucunement l'intention de les laisser aux autres. Une fois, Amazon est venu me chercher en disant on aimerait bien vendre les Kindle au Furet du Nord. Bon, j'avais déjà une idée sur la réponse que je voulais leur donner, mais je leur ai dit mais pourquoi vous voulez faire ça et quel intérêt j'y ai? Je trouve moi Furet du Nord. Et ils m'ont dit écoutez, on vous amène chez Waterstone en Angleterre et venez voir. Et très bien, on est allé faire un tour en Angleterre. On va chez Waterstone, alors superbe boutique, hein, les petites comme les grandes, et je vois des Kindle à l'endroit des liseuses numériques. Donc je vais voir le chef de rayon. Et je lui demande, mais alors comment ça se passe? Ah ben les clients super contents, hein, ils ont un Kindle, ça marche bien, super logistique, très, enfin, ergonomiquement rien à redire, ils sont très très contents. Je dis à vous? Ah ben nous on est très contents parce que le client est très content. Bon très bien. Mais vos clients, vous en faites quoi une fois qu'ils ont acheté le Kindle? Ben, ils arrêtent d'acheter du livre numérique chez nous, ils l'achètent chez Amazon, mais ils continuent à acheter le livre papier chez moi. Je dis très bien, merci, c'est bien la réponse que je pensais trouver chez vous. Donc, les anglo-saxons, ça les dérange beaucoup moins que nous, et bien évidemment, on n'a pas conclu avec Kindle. Tout ça pour dire que les anglo-saxons sont sans problème, lâchent leurs clients, je dirais, aux pure players pour ce qui est du numérique, pas nous, et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie, parce que je pense qu'on la gagnera. Et on commence à voir aujourd'hui, les arbres ne montent pas au ciel, et on commence à voir chez nos amis américains un certain niveau de maturité de marché, on va dire, qui fait que moi, ça me rend extrêmement confiance sur notre capacité à nous, collectivement, à aller chercher ces livres numériques. Et j'en profite pour passer un petit message. Je pense qu'on a tous collectivement intérêt à aller sur une solution unique, qu'elle s'appelle Orange, Tolino ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'on sera réellement sérieux sur le sujet quand on aura, par rapport à nos clients, un outil unique qui fait que les clients trouveront une solution des libraires dans leur ensemble face à celle des Américains. Vous verrez qu'ils seront très heureux de venir sur une solution qu'ils retrouveront dans l'ensemble de la librairie française. Voilà, le livre numérique, chez nous, on en fait comme tout le monde, on en fait, mais c'est un très petit chiffre d'affaires. On a même du mal parfois à motiver nos libraires sur le sujet, non pas qu'ils ne veulent pas s'intéresser, mais enfin les clients leur en demandent assez peu. Vous avez pu voir la mise en scène qu'on a fait sur le livre numérique à Lille, notamment pour ceux qui y sont allés, et sur le site furet.com. Bon, à ce stade, ça reste confidentiel. Moi, je pense que ça ne partira réellement que dans ces logiques-là, c'est-à-dire une fois qu'on aura mis ensemble un Tolino, un MO3T ou je ne sais quoi. Peu importe, l'idée, c'est qu'on aille tous sur le même système et qui nous permette d'être sérieux, je dirais, et d'avoir un outil puissant par rapport à nos amis outre-Atlantique. Merci Pierre. Ça me donne l'occasion de dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, l'obsession du syndicat, c'est vraiment de pouvoir travailler à ce il existe une solution unique qui puisse permettre l'accès à la vente au numérique pour tous les libraires, y compris les plus petits. Et comme la question aurait certainement jailli à un moment donné, et que je ne veux pas vous faire le coup de ne pas y répondre parce que le gong aura sonné, je veux dire très brièvement que Orange, on sait que MO3T a véritablement avancé de manière technique. Un certain nombre d'acteurs ici présents se sont investis dans MO3T, Dilicom fut un temps fortement, mais également Ipagine, mais également libraire.fr, mais également la Procure, pardon de me citer. Je voudrais qu'on continue avec Fabien Corboux pour Electre. Donc Electre, on connaît la base biographique d'Electre et sa qualité. On sait aussi que pour le livre vendu sur Internet, que ce soit physique ou numérique, il est très important que le libraire puisse continuer à faire un travail de libraire. Et tout comme un libraire, dans sa librairie physique, fait des vitrines, fait des tables, pousse des livres d'une manière ou d'une autre, met en scène, recommande, donne tout ce qui fait la valeur de son métier et de son savoir au service de la vente de ses livres, eh ben, sur Internet, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc je pense que ça serait bien que vous puissiez nous dire quels sont les outils auxquels Electre réfléchit, travaille
pour les proposer aux libraires. Bien, merci. Donc, merci de m'écouter. Donc, effectivement, Electre a toujours été, historiquement, on le sait, un outil d'information bibliographique. Il s'agit toujours, bien sûr, d'une information qualifiée, ce qui, aujourd'hui, à l'heure du big data, comme on le dit un peu hâtivement, devient très très important pour les librairies, c'est-à-dire que trouver des titres, on en trouve assez facilement. Trouver une information qualifiée pour pouvoir effectuer un vrai travail de fond dans les librairies, ça devient un peu plus rare. Donc, en fait, le thème un peu de mon propos pourrait être synthétisé par de l'information bibliographique à la valorisation bibliographique. Justement, aujourd'hui, on se rend compte que Internet, les données qu'on trouve ici et là, noie l'information. Dans les années 80, un libraire qui trouvait un titre, il avait un peu gagné. Aujourd'hui, trouver un titre, c'est plus ça, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir le valoriser, donc de pouvoir le pousser vers le lecteur. Et à ce propos, donc, ça oriente nos réflexions, bien sûr, au sein d'Electre. On utilise les outils actuels qu'on synthétise un peu hâtivement par ce qu'on appelle le Web 2.0. Alors, c'est un terme comme ça, qui ne doit pas faire peur aux libraires parce que ce sont surtout des solutions qui existent concrètement. Alors je vais peut-être donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais on sait tous que le métier de libraire est un métier qui a toujours été fragile, qui a été sauvé par un certain nombre de décisions, le prix unique en son temps. Dans les années 80-90, il y a eu quand même l'arrivée d'un certain nombre d'outils informatiques qui ont permis d'alléger le travail des libraires, de trouver du temps pour effectuer son vrai travail de constitution de fonds. Dans les années 2000, il y a effectivement eu l'avènement du web, l'avènement des solutions en libre, l'avènement du numérique, parce qu'on y est, on y va, même si c'est peut-être pas tout à fait stable. Donc la question aujourd'hui, c'est pas tant de trouver un livre, c'est de le valoriser, de donner envie au lecteur de le trouver, et en utilisant pour ce faire les outils récents, c'est-à-dire le web. Alors, je précise, Web 2.0, on n'est que dans une étape transitoire, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle déjà de Web 4.0, qui est le méta-web, le web intelligent, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais le Web 2.0, concrètement, ce qu'il apporte et ce qui peut nous intéresser en tant que libraire, c'est l'interaction. C'est de l'interaction, c'est-à-dire que votre client, nos clients lecteurs, prennent de plus en plus d'importance dans la vie de notre entreprise, dans la vie de la vente du livre. Donc, qu'il interagit. Et donc, le Web 2.0, on parle souvent des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on les connaît tous. Wikipédia est un réseau social. YouTube, Facebook sont des réseaux sociaux. Donc, déjà, la majorité des libraires ont déjà pris un peu le pas là-dessus. Et l'essentiel est d'aller un peu plus loin avec ces possibilités. Alors, il faut considérer aussi que ce sont des nouveaux outils qui sont un peu pénalisants dans la mesure où ils nécessitent de nouvelles ressources. Et c'est là que ça pêche un peu dans les librairies, parce qu'on n'a pas tout à fait le temps de... je dirais comme ça, toutes les librairies n'ont pas les moyens de se payer ce qu'on appelle le community manager, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de tous les réseaux sociaux de sa librairie. Donc, là, c'est vraiment la suite logique de notre métier d'information bibliographique, c'est mettre à la disposition de nos clients des outils pour valoriser leurs fonds, pour défendre au mieux un titre, pour donner au travers d'une page Facebook, au travers d'une vidéo YouTube, au travers d'une image, qui peut être une image d'une thématique défendue, donner envie aux lecteurs déjà d'aimer un livre et pourquoi pas d'interagir là-dessus. On parle de l'effet de la longue traîne en Web 2.0, c'est-à-dire que l'information qu'on balance quelque part sur un réseau social va se démultiplier parce que les internautes vont contribuer, vont donner envie, et il y a déjà des librairies, bien sûr, qui s'y adonnent. Donc, Internet, finalement, apporte des nouveaux outils et des nouveaux supports. Des nouveaux outils de communication, ils sont nombreux. Et c'est là où on se perd un peu, parce qu'il y a pléthore de réseaux sociaux. Et qui va-t-on choisir et pourquoi
Donc ça, c'est une vraie question, une vraie question première. Il y a des nouveaux outils de vente. Donc, ont été abordés ici la question de la vente du numérique, ont été abordés ici la question des portails. Donc tout ça, c'est des nouveaux moyens, effectivement. Fabien, pardon, est-ce qu'on pourrait aller plus directement sur ce qu'apporte Elect, parce que je suis obligé Alors, de rationner le temps de parole. Bien sûr. Et je pense Alors, que l'important, c'est que vous Je parliez. termine pour préciser parce que je parle précisément des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont besoin de matériaux, de matériel pour pouvoir effectuer leurs actions d'interaction culturelle bibliographique. Donc, une notice, quand on dit une notice Elect, donc la carte d'identité du livre, titre, auteur, éditeur, ça marche très bien. On a beaucoup de bases. Après, il y a une qualification avec des indexations qui sont un travail très important. Mais maintenant, une notice Elect ne suffit plus. On a besoin de greffer à cette notice Elect un certain nombre d'enrichissements, ce qu'on appelle des enrichissements. Ce qu'on entend par enrichissement, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être le feuilletage. Je me souviens, à Bordeaux, lors d'une table ronde ou d'une conférence, il y avait une libraire qui disait oui, moi, en tant que libraire, j'aimerais bien pouvoir lire mes livres, en tout cas même les 20 premières pages, au début, avant, pour pouvoir confirmer mon choix, justifier mon choix. Aujourd'hui, c'est déjà chose faite. Donc, on a développé un feuilleteur qui permet, donc, et ça grandit très très vite, qui permet déjà, premièrement, aux libraires de lire le livre, mais pourquoi pas de rebalancer cette information à leur lecteur. Vous faites une dédicace demain soir. Si votre lecteur a déjà lu les 20 premières pages et que ça lui plaît, il aura envie de venir lire ce livre. Il y a des librairies qui filment toutes leurs rencontres. Il y a des librairies qui filment toutes leurs dédicaces, leurs débats. Ces vidéos-là peuvent être donc récupérées pour pouvoir être utilisées au travers de ces réseaux sociaux. Donc, pour synthétiser un peu mon propos, l'idée, c'est de mettre à la disposition des libraires des outils qui vont utiliser ces réseaux sociaux pour valoriser leurs livres. Et la vraie question, pour terminer, la vraie question qu'on va se poser, c'est mais moi, j'ai pas le temps d'aller sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo, sur tous ces réseaux sociaux. Il y a pléthore de réseaux sociaux qui ont chacune une fonction qui sont liées globalement à un objet. Un objet, ça peut être une image, une vidéo ou autre. Donc, le but de notre métier, la suite logique de l'information bibliographique, c'est de mettre à disposition des outils qui permettent de pouvoir diffuser facilement, rapidement ces outils pour valoriser les fonds. Donc c'est vraiment, c'est plus tellement le métier de libraire, c'est pousser les cartons le matin quand on arrive avec les offices, c'est plus ça, c'est pousser les livres vers les lecteurs. Voilà, pour ne pas qu'ils aient la tentation sur une thématique d'aller chercher ailleurs. Donc il faut, je termine, c'est vraiment un espace qu'il faut que nous occupions, parce que c'est un espace qui est déjà rentré dans les mœurs de la communication, de l'information, et c'est la suite logique du bouche à oreille tel qu'on le connaissait historiquement dans nos métiers. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Je passe à Thomas Lebras. Thomas, pour nous parler des libraires.fr, là aussi de manière un peu concise, pardon, je ne voudrais pas nous mettre en retard pour les autres ateliers. Peut-être que l'idée, c'est que tu puisses nous expliquer où vous en êtes, les libraires.fr, comme disait Staline, les libraires.fr, combien de divisions, et puis qu'est-ce que concrètement, parce que c'est vraiment ça qui importe le plus aux syndicats, qu'est-ce que vous apportez concrètement aux petits libraires, et puis peut-être quand même 2 mots du modèle économique, parce que c'est quand même assez drôle de savoir ce qui se passe derrière. Oui, bien sûr. Alors leslibraires.fr, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un projet de libraire qui est né à Brest au sein de la librairie Dialogue. Nous avons ouvert un site internet en 1999 pour la librairie, on était pionniers. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais on a beaucoup progressé dans cette démarche de vendre sur internet. On a gardé une clientèle, on faisait des expéditions, beaucoup de conseils à l'occasion des rencontres avec les auteurs. Et on a sorti une nouvelle mouture du site internet en 2008, ce qui a demandé beaucoup d'investissement de la part de la librairie Dialogue. On est arrivé ensuite à un point de patinage où on s'est rendu compte que notre progression en termes de chiffre d'affaires, d'audience, etc., cette progression s'était arrêtée. Et donc, on a utilisé l'un des 2 leitmotifs de Charles Kermarek, qui est de réfléchir toujours et toujours à la place du client. Ce leitmotiv nous a invités à
à nous dire, ben voilà, en fait, à chaque fois qu'on dit non à un client, ce client, la première fois, il va peut-être vous dire poliment d'accord, et puis attendre un peu que vous changiez les choses. La deuxième fois, il va répondre tout aussi poliment, mais il va commencer à regarder ailleurs. Et puis à partir du moment où il regarde ailleurs, chez l'épicier de Seattle, par exemple, pour reprendre l'expression d'Éric qui désigne la grande plateforme qui commence par un A, à partir du moment où les clients regardent ailleurs, ils en prennent l'habitude, et cette fidélité qu'ils avaient vis-à-vis de votre librairie, elle est cassée. Et donc, la librairie Dialogue s'est dit, on ne peut plus y aller seul, on a besoin, on a 120 000 titres en stock, certes, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez pour satisfaire notre clientèle. On a un service d'expédition, certes, mais lorsqu'il faut d'abord commander chez l'éditeur, puis expédier, c'est pas assez rapide pour le client. On a des clients qui veulent aller vers le numérique, on ne veut pas leur dire non. On a des clients qui veulent préparer leurs achats la nuit à 2h du matin dans des tenues qui ne nous regardent pas. On ne peut pas leur dire non non plus. Donc on a développé, on a commencé à Merci de cette grande liberté d'esprit. Oui. On a accueilli sur le site de la librairie Dialogue les stocks de confrères libraires. On a commencé avec l'Athénéum de la Vigne et du Vin à Beaune. Toujours cette liberté d'esprit, un choix personnel certainement. On a accueilli aussi le stock de la librairie Ravi à Quimper, qui est pourtant à 60 km de Brest. Et voilà, au fur et à mesure, on s'est dit que pour nos clients, il était bien d'avoir, au-delà de la marque Librairie Dialogue qu'ils connaissent, une marque relais qui puisse être là quand la Librairie Dialogue ne peut pas dire oui. Et ça a été évoqué tout à l'heure, hein, lorsque les clients sont satisfaits, si c'est la librairie Dialogue qui a donné la solution, ils restent attachés à la marque librairie Dialogue. Donc ça, c'était le premier leitmotiv de Charles, de penser toujours à la place du client, et c'est ce qui nous a amené à construire un site internet qui intègre le numérique, qui propose de la réservation en magasin et qui propose de l'expédition à domicile. Là aussi, c'est certainement une question de territoire. La Bretagne le Finistère en particulier, c'est un territoire très peuplé, divisé dans beaucoup de villes de tailles différentes. Et l'expédition était très importante pour nous. Et puis, on a une clientèle de marins qui sont mutés fréquemment à Toulon ou à Paris et qui étaient attachés à la librairie Dialogue et qui voulaient continuer leur aventure. Et le deuxième leitmotiv, c'est celui de la mutualisation, parce qu'à partir du moment où la librairie Dialogue a développé avec un certain temps d'ingénierie informatique, des outils informatiques, on s'est dit que les confrères libraires avaient les mêmes besoins que nous, et donc on a proposé à nos confrères de fabriquer leur site internet en marque blanche, avec exactement les mêmes fonctionnalités pour un prix que nous estimons modique. Et donc aujourd'hui, nous sommes 150 libraires sur la plateforme leslibraires.fr. Tous ces libraires remontent leur stock au moins une fois par jour. Ils font des réservations en magasin et des expéditions à domicile. Le chiffre d'affaires sur la plateforme leslibraires.fr est en progression d'environ 20% si vous comparez sur le même mois de l'année précédente. Donc on est très heureux d'avoir cette marge de progression. Et sur les 150 librairies qui font partie du réseau, on a 100 librairies qui nous ont fait confiance pour fabriquer leur site internet. Ce qui nous permet de mutualiser aussi les développements et de proposer des nouvelles fonctionnalités, par exemple pour toute la partie accès professionnel au site internet. Dès qu'on développe une nouvelle fonctionnalité qui intéresse un libraire dans une ville pour répondre à un appel d'offres, cette fonctionnalité est également disponible sur le site professionnel de tous les confrères de France qui nous ont acheté un site internet. Donc cette expérience de mutualisation sur le numérique également, elle nous a conduit vraiment à avoir une démarche complètement collective sur la base de données bibliographiques et puis également sur la base de données éditoriales. C'est ce qui fait notre force. Quand la librairie, l'Athénéum de la Vigne et du Vin prépare un dossier sur l'œnologie,
Évidemment, c'est son identité en tant que libraire de proposer ça à ses clients. Mais par contre, quand un libraire fait un dossier sur la Saint-Valentin et qu'il a passé du temps à préparer ce dossier, il n'y a aucune raison que les confrères libraires ne puissent pas reprendre le même dossier qui sera tout aussi pertinent pour leurs clients. Et donc cette mutualisation, elle permet aussi de gagner du temps. Et c'est là où on touche les librairies petites ou de taille moyenne, c'est que le temps pour animer un site internet fabriqué par nos soins est réduit par la mutualisation des outils éditoriaux et bibliographiques. Voilà, donc on a eu la chance d'être choisi par l'association des libraires du Nord-Pas-de-Calais pour constituer leur portail, et ça a été une expérience forte pour nous. On se nourrit des expériences de toutes les librairies de France, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, et j'espère très bientôt accueillir nos premiers confrères belges, et pourquoi pas du monde entier. En termes de, puisqu'il a été évoqué la question tout à l'heure du retrait en magasin et de la commande expédiée, sur l'ensemble de la plateforme, on est à un quart des commandes qui sont réservées pour un retrait en magasin, et 3/4 qui sont expédiées auprès du domicile du client, au domicile du client. Pour nous, l'idée, c'était de ne pas dire non. Si vous habitez Strasbourg et que vous voyez un livre qui vous intéresse à Beaune, c'est bien de pouvoir le réserver en magasin, mais vous n'allez pas passer à Beaune très facilement. Encore, j'aurais pu prendre Brest et Nice pour prendre les distances les plus grandes dans le réseau. Donc on a vraiment tenu à cette expédition à domicile. On a fait un travail de militants auprès de vous, auprès des libraires, pour les convaincre de faire de l'expédition. Et on fait des outils le plus simple possible d'utilisation pour minimiser leur temps de traitement. C'est vrai qu'on n'a pas vocation à faire des colis. J'entendais un libraire qui disait ça un jour, mais en même temps, les clients à qui vous expédiez un colis, dans lequel vous allez rajouter un petit mot, un gratuit, parce que vous allez penser que oui, on a des petits bouquins gratuits, des carnets, des choses comme ça. C'est un client qui va se rendre compte que derrière sa commande, c'est pas un robot qui pousse un humain ou l'inverse, je ne sais jamais, dans un entrepôt obscur avec des gens payés en intérim à coups de pied dans un endroit que la décence m'empêche de nommer. Voilà, il y a un rapport humain qui peut aussi se faire à travers un service d'expédition. Et voilà. Après, j'essaye de faire court, donc François. Ouais, on va peut-être passer au suivant, si c'est possible, Thomas. À Stéphane, avant de conclure avec Véronique. Donc Stéphane va aussi devoir aller un peu vite pour nous parler de Librel, qui est aussi une expérience importante, oui, intéressante, à la fois de portail, de site par libraire et de B2C et B2B. Voilà. Alors, Epagine, c'est commencé dans le numérique. Donc c'est rapprocher du micro, peut-être l'enlever, ouais, c'est plus simple. Alors, Epagine s'est lancé en innovant dans le numérique. C'est maintenant seulement qu'on est passé dans la phase de mettre également les autres produits, le papier. Et le fait de commencer par le numérique et de rajouter le papier, ça nous a permis également d'améliorer notre moteur de recherche, et qui maintenant il fonctionne aussi par œuvre, ce qui fait qu'actuellement, si on fait une recherche sur nos sites, normalement c'est le premier titre qui va remonter. Il y a une bonne chance que c'est le titre que vous recherchiez. Avec ça, en fait, on n'a pas seulement le moteur de recherche, mais on a également ajouté la facilité de la gestion du site, essayer de faciliter ceci. Ça, on a plusieurs façons de ça. Donc, un libraire qui a fait un article, il peut partager son article, et ensuite, un autre libraire, il peut récupérer l'article partagé. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a également les articles qui ont été faits par Epagine même, qui eux aussi, ils peuvent être récupérés par tous les libraires connectés. Ensuite, on va également ajouter toutes les bases spécifiques des libraires afin de répondre aussi aux nouvelles questions qui remontent.
Donc on fera ça aussi. Et finalement, on essaie de travailler ensemble avec Pocketbooks, qui est un fabricant de liseuses, afin d'avoir un même système que Tolino, que Kobo et autres, de nouveau pour répondre à un besoin du grand public d'acheter rapidement en ligne et de synchroniser également son achat en ligne. Pour arriver finalement à Librel, Librel c'est un site qui a regroupé en fait plusieurs libraires belges autour du numérique. Et donc il y a un site portail qui est donc le site portail qui est un peu comme les libraires ou comme Place des libraires, il y a un site portail. Et après, chaque membre de Librel, il a également son propre site sur lequel il peut mettre des contenus en avant. C'est pour être grand dans l'ensemble dans Librel, mais toujours en gardant la spécificité de chacun. Donc la structure de Librel permet alors de vendre en numérique. Et donc également tout ce qui est numérique, on va rajouter de nouveau le papier, le disque, le DVD et les autres produits. Donc le même système de numérique, toutes les innovations qu'on a fait pour le numérique, ils seront reportés aussi sur ces portails-là. Donc ce qui veut dire qu'on aura le même portail que par exemple Librel. On a par exemple maintenant, on a Paris Librairie par exemple, ou un Place des libraires qui est sur le papier. Librel c'est sur le numérique, mais Librel pourrait passer également, s'ils veulent, rajouter le papier dedans. Et dans ce cas, on a le papier numérique qu'on peut expédier ou réserver en magasin. Et à chaque fois, de nouveau, avec un partage de contenu et tout ça, ensemble avec un moteur de recherche qui est très très performant. Ensuite, dans Librel, il y a bien sûr une partie qui s'agit du PNB. Et ce qui veut dire que chaque membre de Librel, il a également son site PNB qui permet également le libraire de vendre l'offre PNB aux bibliothèques. Donc chaque membre de Librel, il a non seulement son site grand public, mais en même temps un site professionnel destiné pour la vente PNB. Bien sûr, oui. C'est bon, merci. Je crois que je peux Merci Stéphane. Ça va être donc à Véronique de conclure, non pas en nous expliquant la genèse et toute l'histoire de Didicom, parce que sinon on va y passer la nuit, mais vraiment en nous faisant un point sur PNB, dont on connaît l'importance pour la librairie. Eh bien, oui, bonjour à tous. Donc rapidement, je pense qu'il n'est plus vraiment nécessaire de présenter ni Didicom ni PNB. Ce que je peux dire, c'est que c'est un projet original, mais comme le sont tous les projets interprofessionnels, c'est un projet qui est parti de la tête de quelques personnes qui ont porté à bout de bras le projet pendant plusieurs mois. Et ce projet a fini par créer de l'émulation collective. Et c'est en cela que c'est intéressant. L'objectif, évidemment, c'est de créer un écosystème. Alors, je sais bien que certains n'aiment pas ce terme-là, moi je l'utilise volontiers. L'objectif, c'est de créer en tout cas un environnement favorable, ouvert, interopérable. Et c'était le vœu des éditeurs qui voulaient, dès le démarrage du projet, inclure les libraires et leur permettre de développer des outils qui leur donnent le moyen de rester les interlocuteurs des bibliothèques. Ce projet a démarré en 2012 et en fait il est su encore, où il rencontre les mêmes problématiques que j'ai entendues à travers les différents récits. De l'incertitude, de l'inquiétude, du calcul rationnel, c'est pas rentable, ça démarre pas, ça décolle pas. Moi j'ai envie de dire que toute innovation, toute idée qui n'est pas
qui ne fait pas l'objet d'une appropriation sociale reste à l'état d'idée. Et donc, on peut développer les plus beaux outils du monde. Si les acteurs ne s'en emparent pas, ça reste une idée et le projet tombe à l'eau. Le projet a démarré en 2012. Plutôt que de créer une solution monolithique, centralisée sur un seul acteur, nous avons voulu, comme d'habitude, nous reposer sur les acteurs qui ont un savoir-faire. Donc, je pense notamment aux prestataires. L'objectif, c'était de donner des outils qui laissent la liberté de choisir, la liberté aux libraires de choisir la solution qu'ils privilégient, celle qui leur semble la plus adéquate avec leur mode de fonctionnement. C'est aussi la liberté de choisir, la liberté des bibliothèques de choisir leur libraire dans un système ouvert, encore une fois, quels que soient les supports utilisés, quels que soient les supports de lecture, quels que soient les verrous électroniques que l'on utilise. J'ai beaucoup entendu parler des DRM et des problèmes que représentent les DRM. Il y a des projets interprofessionnels et en fait, ce ne sont que des problèmes techniques. Je dirais que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est de dire que, comme le disait M. Coursière, il faut dépasser le calcul rationnel. Si effectivement il s'était basé uniquement sur des calculs de rentabilité, il n'aurait peut-être jamais entrepris d'être présent sur Internet. Avec PNB, c'est pareil. Évidemment, aujourd'hui, les budgets sont réduits et il faut en fait faire partie du projet pour le faire évoluer. L'important, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de librairies qui sont déjà opérationnelles. Tous les prestataires ont quasiment fait les développements. Donc théoriquement, n'importe quel libraire peut répondre à n'importe quel appel d'offres lancé par les bibliothèques aujourd'hui. Le chiffre de 20 va certainement être triplé d'ici la fin de l'année, puisque les prestataires des bibliothèques ont pris un peu de retard. Et donc la majeure partie de ces acteurs-là seront prêts et on pourra certainement tripler le nombre de bibliothèques d'ici la fin de l'année. Du côté de l'offre qui est proposée aujourd'hui, elle est encore relativement limitée, puisqu'aujourd'hui on compte à peu près 17 000 titres. Elle va évoluer puisque vous savez qu'à l'occasion de la signature du livre blanc qui a été signé avec le ministère de la Culture et sur lequel repose le projet PNB, Numilog a rejoint PNB et donc je pense qu'on pourra intégrer Numilog avant la rentrée littéraire, enfin avant la fin de l'été. Mais d'autres acteurs comme Immatériel vont être opérationnels aussi à ce moment-là. Nous sommes en contact avec d'autres plateformes de distribution comme Isneo, l'Harmattan, etc. Donc, même si l'offre aujourd'hui est encore réduite, elle va certainement être multipliée d'ici la fin de l'année. Voilà, alors c'est un système qui est ouvert à tout le monde. Moi, je vous engage à vraiment participer à ce projet, parce que c'est vous qui allez le faire évoluer. C'est certainement pas les instances normatives voilà. Donc c'est vraiment les utilisateurs qui, par l'usage, vont permettre de créer de nouveaux services qui vont vous permettre de défendre la librairie auprès des bibliothèques. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? J'ai encore une minute. Voilà, on a aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, le périmètre était limité aux bibliothèques municipales. Il est ouvert aujourd'hui aux centres de documentation des collèges et lycées. Il est ouvert aux instituts culturels. Il est ouvert aux bibliothèques universitaires. Donc vous voyez que le périmètre s'élargit progressivement, que l'évolution se fait de façon incrémentale, qu'il n'y a pas de changement radical dans la façon de travailler, même si on évolue dans un environnement plus technologique. Il ne faut pas que cela vous fasse peur. Vos partenaires et vos prestataires sont là pour vous accompagner. Des solutions interprofessionnelles sont également déployées pour trouver des alternatives aux DRM existantes ou aux problèmes d'application de lecture, etc. Donc voilà, tout ça va évoluer dans le temps, mais c'est aussi
parce que vous allez participer au projet que les choses vont évoluer. J'en ai parlé, donc aujourd'hui, donc une seule plateforme, demain certainement 5 ou 6, prévues d'ici la fin de 2015.